Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Je découvre cet amphi. Je savais qu'il existait, mais je le découvre. J'ai ce plaisir-là. Je vous confesse tout de suite un aveu. J'y connais rien du tout en intelligence artificielle. Mais par contre, voilà, j'ai saisi cette occasion de venir vous en parler quand même. Ce qui n'est pas totalement une escroquerie, en tout cas je l'espère, mais plutôt pour profiter de ce lien qui se crée, dont on parle de plus en plus, entre cybersécurité et intelligence artificielle. Alors ces deux domaines qui ne sont pas très éloignés, quand on regarde les différentes disciplines, se confondent pas, ils n'ont pas vocation à se confondre, c'est une évidence. Par contre, il y a énormément de ponts qui doivent, à mon avis, se développer entre les deux, qui commencent déjà à se développer, on le voit très bien, et qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse, parce qu'on le sait très bien, c'est souvent comme ça, à l'hybridation entre deux disciplines que naissent des choses intéressantes, on va dire. Donc l'IA, pour nous, vu de ce monde un peu bizarre de la cybersécurité, ce monde un peu pervers, hein, je ne vous cache pas quand je parle avec d'autres personnes, d'autres disciplines, au bout d'un moment, en général, il me faut remarquer que quand même, je vis dans un monde un peu noir. Hein. Tout est agressif, tout est dangereux, voilà, je vois du risque partout. Mes collègues aussi, il y en a même qui sont pires que moi. Il ne faut pas s'arrêter à ces risques, évidemment. Le but du jeu, c'est justement de permettre un développement du numérique, un développement de toutes ces nouvelles disciplines, de toutes les nouvelles fonctionnalités, de tout ce que ça va apporter au niveau scientifique, au niveau industriel, dans notre vie de tous les jours, peut-être même dans l'évolution de notre démocratie, tout en contenant les effets nocifs, la face cachée, la face obscure de ces développements. Et là, il y a quand même beaucoup de travail. Et le premier constat que l'on peut faire, qui est une trivialité probablement, il est quand même de dire qu'il va y avoir deux enjeux majeurs, deux enjeux de puissance dans les années à venir, ça a déjà commencé. Un, qui aura les données? Vous observez au quotidien les combats incroyables qu'il y a pour la captation, la maîtrise, la détention des données au sens très large d'ailleurs. Pas que les données personnelles, hein, c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Et d'autre part, qui va être capable de les traiter, ces données? Et là, évidemment, l'intelligence artificielle arrive comme une promesse, et plus qu'une promesse, je pense. Alors évidemment, pour capter ces données, pour développer ces savoir-faire, il y a les méthodes légitimes, élégantes. Il y a une compétition qui est tout à fait motivante, dans laquelle vous êtes nombreux à participer, dans laquelle la France n'est pas si mal placée. Mais il y a également des gens qui respectent pas les règles, quelles que soient ces règles, et qui vont chercher à faire autrement. Et notamment dans le domaine des données, et ça va me ramener à la cybersécurité, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que le vol de données, c'est quelque chose qui prend des proportions absolument dramatiques. Alors, le vol de données, l'espionnage, quelle que soit l'efficacité qu'on pense des espions, ils sont quand même bons en espionnage. Hein. Ils n'ont peut-être pas arrêté toutes les catastrophes, loin de là, mais ils sont plutôt bons en espionnage. Ils sont espionnés aussi, je suis d'accord, certains. L'espionnage, c'est vieux comme le monde. C'est évidemment le domaine par prédilection de développement des attaques informatiques, et encore aujourd'hui. Hein. Ce ne sont pas les attaques dont on parle le plus, parce que la plupart du temps, se faire espionner, c'est quelque chose d'assez honteux. Et nous, même quand on aide les victimes, le but, c'est bien d'aider les victimes. Et la première chose que nous demandent les victimes que l'on aide, c'est en général de garder le secret sur le fait qu'elles ont été simplement attaquées, au-delà des conséquences et au-delà de la réalité de l'attaque, de ce qui a réellement été volé, et ainsi de suite. Donc on en parle très peu de ce vol de données. On voit une progression aujourd'hui dans ce vol de données, dans cette concrétisation de la cyber-insécurité. Avant, les attaquants, ils allaient chercher des choses assez précises, et on en comprenait tout de suite l'intérêt. On va aller lire les boîtes mail des dirigeants des entreprises, ou de nos dirigeants politiques. On va aller voler des documents techniques, stratégiques. On va aller voler des réponses à des appels d'offres avant que ce soit publié. Et on voit tout à fait l'intérêt que ça peut avoir, donc il y a une rationalité très claire. Depuis quelques années,
On voit également des vols de données massifs où la donnée en elle-même, c'est une matière première. Ce n'est pas quelque chose d'élaboré. Je prends que 2 exemples dans le même domaine. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des données de santé, Singapour a été gravement attaqué, avec énormément de données de santé exfiltrées par qui, c'est pas à moi de le dire, j'ai ma petite idée, eux aussi. Mais bon, interrogeons-nous sur ce que ça veut dire d'aller voler de telles données, quel est l'intérêt pour l'attaquant, et puis plus proche de nous, quelque part, nos alliés, nos amis norvégiens, se sont fait voler la moitié des données de santé de leurs concitoyens. Ma conviction, c'est que ces données, elles ne sont pas volées en tant que telles pour un usage direct, elles sont probablement, très probablement, volées comme une sorte de matière première qui va être utilisée pour aller apprendre, faire de l'apprentissage sur des intelligences artificielles. Peut-être par des gens à qui il manquait des données, avec d'Européens, on va dire. Pas pour forcément cibler les Européens, mais peut-être demain pour leur vendre des médicaments ou faire simplement de la recherche. Mais on voit se développer comme ça une forme de criminalité, peut-être une criminalité d'État, qui va chercher vraiment à voler les données. Et puis le combat sur l'autre pan qui est celui de la maîtrise du traitement de ces données, c'est quelque chose que l'on observe, et je ne rentre pas dans les détails, vous l'observez comme moi au quotidien, c'est un combat, et c'est un combat dans lequel on a absolument besoin de jouer, parce que l'enjeu pour nous, pour demain, l'enjeu pour notre souveraineté nationale en France, l'enjeu pour l'autonomie stratégique européenne, ce sera bien d'être capable d'avoir à la fois des données et d'être capable de les traiter. Donc ça, il est absolument majeur cet enjeu, et les questions de sécurité, les questions d'IA vont évidemment en faire complètement partie. Alors, quelques idées à partager avec vous, histoire de, je l'espère, de contribuer à bien lancer cette journée. Quand on cherche à hybrider IA et cyber, la première chose qui vient à l'idée, c'est évidemment l'IA qui fait un peu peur et qui va aider ses attaquants à être encore plus puissants. Donc la question, est-ce que les attaquants vont utiliser une forme ou une autre d'intelligence artificielle? La réponse est oui. La réponse est oui, évidemment. D'abord parce que l'IA, c'est quand même avant tout l'évolution de l'informatique. Enfin, moi, quand j'étais jeune, on parlait d'informatique. Aujourd'hui, on ne parle plus d'informatique. Mais enfin, on est quand même dans une continuité. Voilà, c'est fondamentalement de l'informatique. Et ces attaquants qui nous attaquent, ce sont des informaticiens. Donc, ils sont évidemment à l'affût de toutes les évolutions technologiques qui vont leur permettre d'être plus efficaces, plus performants. Et voilà, de réussir toujours à rentrer plus profond dans nos systèmes pour avoir des effets toujours plus efficaces. On le voit aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit concrètement au niveau opérationnel. On voit certaines attaques où très clairement, derrière, ce ne sont plus des humains, derrière leur clavier, même très nombreux. Ce sont clairement des automates. Ce sont des robots qui contribuent. Alors il y a des humains pas très loin derrière, probablement, mais il y a une automatisation de l'attaque qui fait que certaines attaques, il y a une forme d'amplification de ces attaques, qui fait que voilà, tout ce qui peut être automatisé quelque part, et parfois de manière assez fine, utilise évidemment de l'IA. L'autre crainte que l'on a de l'usage de l'IA à des fins d'attaque, ce sont toutes les nouvelles voies qui sont ouvertes par l'IA. L'obsession pour, quand on conseille à des gens de faire de la sécurité, l'obsession elle est quand même souvent d'aller exactement à l'inverse de la promesse qui a été faite pendant longtemps par les marchands d'informatique, on va dire ça comme ça. On est toujours en train de chercher à recloisonner, à refermer au maximum, et ça ne va jamais au bout évidemment, sinon ça ne marcherait plus, nos systèmes. Bon, avec l'IA, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans notre vie personnelle, dans ces différents assistants même simplement, qu'aujourd'hui on veut à tout prix nous vendre pour qu'on ait tous ça à la maison, eh bien très clairement ça fait des nouvelles voies d'attaque. Et on observe aujourd'hui des attaquants très agiles, ce sont eux les plus agiles, qui vont chercher à passer par là. Je ne détaille pas plus, mais de toute évidence, nos adversaires, quels que soient leurs objectifs, vont utiliser ces nouvelles technologies. Et vu les moyens qu'ils ont, et vu le niveau qu'ils ont, ils ne seront pas les plus mauvais à ce jeu-là. Plus intéressant peut-être, la sécurité de l'IA elle-même. Alors c'est là où justement l'esprit pervers que je mentionnais tout à l'heure est utile, est intéressant. Aujourd'hui, on le voit dans notre combat quotidien pour la sécurité numérique,
On continue à traîner des erreurs de conception qui ont été faites il y a des dizaines d'années, que ce soit au niveau des microprocesseurs. C'est incroyable. On parle encore de buffer overflow aujourd'hui. Hein. C'est ça, hein, la base de beaucoup de vulnérabilités, de beaucoup de problèmes. Parce que voilà, les modèles initiaux que l'on traîne par héritage successif, par legacy et ainsi de suite, arrivent jusqu'à aujourd'hui et continuent à être des talons d'Achille pour nous. Donc, dans les microprocesseurs, on continue à traîner des vulnérabilités, on sait pourquoi elles sont là, hein, des vulnérabilités structurelles, d'architecture, et il ne faudrait pas que ce soit pareil pour les développements que l'on est en train de faire en IA. Dans le domaine des réseaux, c'est exactement la même chose. On continue à subir des problèmes majeurs de sécurité des réseaux type IP et tout ça, parce que, quand ça a été conçu, l'idée d'attaque, telle qu'on la vit aujourd'hui, n'existait pas vraiment. Donc, je ne parle pas de naïveté de ceux qui ont conçu ça, ils étaient dans une autre optique, mais l'enseignement qu'il faut en tirer, c'est que, dorénavant, dès le départ, par conception, by design, comme disent nos industriels, ça avait plus classe, mais c'est très vrai, dès le départ, il faut prendre en compte ces questions de sécurité et les anticiper au maximum. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce sera exactement pareil. Si on est uniquement dans un développement technologique, faisant l'hypothèse plus ou moins implicite que le monde n'est pas hostile, eh bien on va se planter. Parce que le monde, il est hostile de toute manière. Donc ça, c'est essentiel. Et une application directe de ce genre de choses, c'est typiquement ce qu'on appelle l'empoisonnement des apprentissages. Vous avez forcément tous vu ce genre de démonstration, où par de petites modifications sur les données d'apprentissage, on arrive à faire croire n'importe quoi ou faire dire n'importe quoi à une intelligence artificielle. Il faut être extrêmement vigilant à ce genre de phénomène. On sait techniquement que c'est faisable, et si c'est faisable techniquement, il y a des gens mal intentionnés qui le feront pour de vrai, parce qu'ils y trouveront un intérêt à le faire. Donc la prise en compte de ce risque de leurrage, d'empoisonnement des apprentissages, ou ensuite de leurrage, d'apprentissage des IA obtenus après apprentissage, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est un champ de recherche, très probablement, et ce sera un champ de vigilance au niveau opérationnel dans l'usage de ces IA. Et puis au-delà de ça, il y a des choses très classiques. Quelle que soit l'implémentation que l'on fait de tous ces nouveaux systèmes, ils vont continuer à être attaqués par des gens au profil très varié, je le répète, parfois très fort. Et le but, ce sera quoi? Ce sera de nouveau de voler des données, ce sera de porter atteinte à la disponibilité des systèmes, hein. C'est ce que l'on traite en sécurité des systèmes d'information depuis toujours. Et puis, plus subtil, le fait d'aller chercher à modifier un petit peu les choses pour en tirer un avantage, mais au détriment très clairement des utilisateurs légitimes et des détenteurs de ces IA. Donc il y a un très très gros enjeu, mais en même temps c'est très enthousiasmant, parce que c'est là où ces deux communautés vont évidemment se rencontrer. Et puis il y a évidemment la question de l'usage de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Pour nous, ça peut vous paraître très, très noir, hein, ce que je décris, mais pour nous, c'est une opportunité incroyable. J'étais mardi après-midi à Cédric Villani, qui est une figure emblématique qui était à l'ANSSI, et puis à un moment, il nous dit, mais est-ce que vous faites de l'intelligence artificielle? Et moi, je lui réponds, mais oui, on a même développé un labo dédié au machine learning, notamment avec dans l'idée d'améliorer, de continuer à développer nos systèmes de détection d'attaque. Et là, à côté de moi, le sous-directeur en charge de l'expertise, qui s'occupe de tous ces labos, dit non, je suis désolé de contredire Guillaume, mais en fait, tous nos labos sont en train de faire de l'IA. Parce que simplement, c'est une évolution naturelle de l'informatique qui, pour nous, dans chaque domaine que l'on regarde, la crypto, les réseaux, et la sécurité des composants et tout ça, va apporter quelque chose. Et évidemment, il y a un point tout particulier dans le domaine de la détection, pour des raisons évidentes. Hein. La détection informatique, c'est la détection d'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire collecter des quantités de données phénoménales, évidemment illisibles, assez hétérogènes, et donc le traitement de ces données, bon, avant on aurait parlé de big data ou de choses comme ça, mais le traitement de ces données et aller chercher vraiment la micro-aiguille dans une maxi-botte de foin que ça représente, eh bien évidemment c'est du pain béni pour ces technologies d'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, on va avoir d'autres applications particulièrement intéressantes. Un de nos dadas, c'est celui de la certification, de l'évaluation.
Alors, initialement des produits de sécurité, mais de plus en plus de tous les produits numériques. On est persuadé que la question de la confiance va être absolument centrale. Elle l'est déjà, mais ça va encore se développer. Et que ce soit dans les systèmes numériques que l'on connaît aujourd'hui, ou dans ceux qui sont en train de se développer et qui vont se multiplier demain, avec notamment tous les systèmes connectés, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, toute la santé connectée qui offre des promesses absolument incroyables en termes de résultats, eh bien évidemment, les utilisateurs vont avoir besoin d'avoir confiance, parce qu'il va se passer des drames, et donc la question va se poser avec acuité, à ce moment-là, de la confiance que l'on peut avoir dans ces systèmes. Comment est-ce qu'on va faire pour évaluer de tels systèmes? Alors ça pose deux enjeux majeurs, au moins, pour les technologies d'intelligence artificielle. Comment ces méthodes vont permettre à nos centres d'évaluation, à nos méthodes d'évaluation d'évoluer pour être plus efficaces, parce que ce n'est pas un métier facile, ce métier de l'évaluation. Et puis d'autre part, de plus en plus, il va falloir se poser la question de la confiance que l'on peut avoir dans des systèmes numériques qui vont intégrer des systèmes issus d'apprentissage automatique. Et alors là, comment est-ce qu'on fait pour évaluer des machins comme ça? Comment on peut s'engager, quelque part, sur le niveau de sécurité de ces systèmes-là? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions ouvertes. Alors ça renvoie évidemment à des thématiques qui sont classiques dans le domaine IA, notamment celui de l'explicabilité des apprentissages, mais pas que. Et donc là, on a un véritable enjeu pour faire en sorte que, à la fois, les évaluations soient plus sûres, de manière globale, et en même temps qu'elles soient capables de traiter cette question des systèmes apprenants qui ont appris, et où, par définition, on a un résultat, mais on n'a pas tout le process d'apprentissage. Donc ça va être un véritable enjeu, où là encore, c'est un enjeu pour la recherche, avant tout, et ensuite pour son application directe, qui sera absolument essentielle. Demain, s'il y a une perte de confiance dans ces systèmes, j'ai cité les véhicules et la santé, mais ça va toucher plein d'autres domaines, ça va nous freiner énormément, et ce ne sera pas facile à gérer vis-à-vis de nos concitoyens. Donc là, on a un véritable enjeu autour de ça. Voilà. Tout ça pour vous dire que je suis ravi de la thématique de ces 2 journées. Je pense que ces différentes communautés ont vocation à travailler ensemble, que l'on doit le faire en France, évidemment, parce que c'est un enjeu national. Mais qui dit enjeu national ne dit pas forcément qu'on doit se couper des autres, bien au contraire. Il y a aujourd'hui énormément d'initiatives à l'échelle européenne, parce que au-delà de la souveraineté nationale, se posent plein d'autres questions qui sont des questions d'autonomie stratégique européenne. On a même un président qui parle maintenant de souveraineté européenne. On se doit d'avoir une maîtrise des données et du traitement des données. Sinon, on va simplement être des clients. Voilà. Et puis, tout ça n'empêche absolument pas, il ne faut pas avoir une lecture naïve ou restrictive des choses, tout ça n'empêche absolument pas de parler avec les autres, bien évidemment. Donc, il n'y a pas les gentils et les méchants, on est dans un domaine beaucoup plus complexe que ça. Il est absolument essentiel de ne pas être naïf, d'aller vers les autres, et en même temps de garder la conscience qu'il faut développer nos propres capacités pour demain exister et continuer à avoir une certaine influence et une autonomie stratégique dans nos décisions, dans nos choix, dans nos actions. Voilà, je m'arrête là. Pour pas être plus long, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, voilà, à suivre. Merci beaucoup.